Les élections législatives doivent commencer les 7 et 8 novembre à l'étranger et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ahmed El-Lessi Nassef qui est consultant stratégique et analyste politique. Monsieur Ahmed El-Lessi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. Les élections législatives doivent commencer les 7 ou 8 novembre à l'étranger. Donc, tout d'abord, on aimerait avoir un aperçu concernant les préparatifs. Comment se déroulent les préparatifs auprès de nos ambassades à l'étranger? Donc, toutes les ambassades sont en garde, en préparation pour ces 2 jours. La stratégie ici que l'État est en train de suivre, c'est d'établir et continuer à renforcer les liens entre les Égyptiens à l'étranger et l'Égypte. Donc là, il y a toute une commission qui est en train de se passer dans toutes les ambassades. On sait qu'il y a des estimations des Égyptiens à l'étranger entre les 6 et les 8 millions égyptiens. Je pense que probablement ça ne va pas être énormément, le poids, ça ne va pas être énorme, tant qu'on a presque 100 millions là en Égypte, mais c'est l'idée que les Égyptiens, où ils sont toujours liés à le terrain mer, si vous voulez. Donc je pense que c'est une initiative très importante qui garde les liens entre les Égyptiens à l'étranger et l'Égypte. Est-ce que le dépouillage par la suite est effectué au sein des ambassades ou est-ce que les urnes sont envoyées en Égypte pour le dépouillage? Non, ce sont faits à l'ambassade en présence de son Excellence l'ambassadeur dans chaque pays, puis il envoie les résultats, les derniers résultats sont envoyés en Égypte pour que ça soit établi entre les résultats principaux des élections. Est-ce qu'il y a dans ce cas des observateurs pour s'assurer de la transparence du processus électoral? Tout à fait. Et chaque ambassade va avoir, juste comme en Égypte, un membre du département judiciaire de l'Égypte, égyptienne, et un juge probablement. Et aussi, on est toujours ouvert pour n'importe quelle organisation indépendante qui peut s'arranger pour avoir des observations pour le processus des élections. Et pour suivre les campagnes électorales, est-ce qu'ils suivent ces campagnes électorales des candidats en ligne? Est-ce que l'ambassade les aide de manière à faire parvenir les détails des campagnes électorales auprès des Égyptiens à l'étranger à travers des publications, par exemple? Pas vraiment. Les ambassades doivent jouer un rôle neutre. Ils ne peuvent pas aider n'importe quel parti pour garantir l'objectivité et leur position neutre dans les élections. Mais bien sûr, tous les candidats sont invités et sont encouragés à préparer leur propre campagne électorale. Comme il veut normalement maintenant avec la technologie, ce n'est plus difficile de faire ça à travers tous les outils technologiques qui sont disponibles pour tout le monde. Mais les ambassades ne jouent pas des rôles pour aider les élections ou un parti contre l'autre. Ça, ce ne serait pas juste. Ils gardent une position neutre et objective dans les élections. À votre avis, dans quelle mesure la contribution des Égyptiens à l'étranger est vraiment importante? Est-ce que c'est une contribution importante aux élections, que ce soit les présidentielles ou les législatives, ou est-ce que, de par le fait de leur éloignement, c'est une participation restreinte? Je pense que, de point de vue chiffre,
Je pense que c'est un poids de 5 à 7% qui normalement ne va pas être énorme si on a 95 presque des votes sont en Égypte. Mais ça reste sur le niveau moral, ça reste sur le niveau qualitatif qu'il reste lié, ils soient sûrs que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'étranger, ils perdent leur droit de voter dans les élections. Donc garder ce lien, je pense que la contribution la plus importante. De point de vue chiffres, non, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus d'Égyptiens en Égypte qu'il y a à l'étranger. Donc c'est très normal, statistiquement parlé, que le poids des Égyptiens en Égypte sont beaucoup plus importants. Mais là, c'est le lien. C'est ça qui compte. Monsieur Ahmed Ellessi, à votre avis, quels sont les dossiers les plus importants que le prochain Parlement doit examiner minutieusement? On a pas mal des points qui sont assez importants dans cette période. Je pense que, on a l'histoire du barrage de Renaissance en Éthiopie et la position que l'État égyptien peut prendre vis-à-vis ça. On a ce qui ont les relations les voisins de l'Égypte, qui soit au sud, à partir du Soudan, au sud, ou la Libye à l'ouest, ou Gaza, ce qui est en train de se passer à l'est. Et ça, c'est sur le niveau international. Sur le niveau local, on a les défis qu'on a dans la santé, l'éducation et l'inflation ou l'état de vivre et les programmes on a besoin le programme social que l'État a besoin de maintenir, et on a aussi l'histoire des dettes de l'État qui doit être gérée pour que ça ne passe pas les niveaux qui sont, disons que ça peut pas, que ça ne dépasse pas des niveaux qui peuvent négativement affecter l'économie égyptienne. Donc, ils ont pas mal de choses à considérer, à travailler dessus. À votre avis, quels sont les acquis ou quelles sont les réussites plus ou moins obtenues par la session parlementaire dissoute, la précédente? Tout simplement, il y a pas mal de lois qui ont été gérées et ils ont été, surtout sur le niveau économique, les investissements étrangers, ça se voit que on est sur la bonne voie parce qu'on est en train d'attirer des investissements avec des magnitudes qu'on a pratiquement jamais vues en Égypte. On a des milliards et des milliards de dollars qui sont en train de rentrer comme des investissements, surtout dans le tourisme. Et là, c'est très important pour l'économie égyptienne qui a besoin des investissements. De l'autre côté, je pense que l'économie, ça reste le souci le plus important pour tous les citoyens égyptiens. Et je pense que ça va être dans le focus ou du gouvernement qui vient prochain, ou de le Parlement, dans les deux niveaux du Parlement. Et finalement, au niveau des sièges et de la distribution des quotas, est-ce que les quotas varient d'une session à l'autre ou les quotas sont fixes, les quotas et les sièges accordés aux femmes, aux personnes à besoins spéciaux, aux jeunes? Je pense que les quotas, comme ils sont distribués aujourd'hui, ils sécurisent que tout une bonne stratification de la société égyptienne, que tous même les minorités, que ce soit femmes, que ce soit religieuses, que ce soit autres, qu'ils sont tous bien représentés dans le Parlement, que ce ne soit pas un Parlement qui néglige ou néglecte
les besoins ou au moins les voix de certaines minorités en Égypte. Et je pense que c'est ce mosaïque, c'est la diversification de la population égyptienne qui fait que l'Égypte est un pays très spécial. Et là, je pense que ça va être reflété à travers les quotas différentes dans le nouveau Parlement. Monsieur Ahmed El-Laissi Nassef, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous rappelle que vous êtes analyste politique et conseiller stratégique. Nous sommes fiers d'avoir notre ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, élu nouveau directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, l'UNESCO. Dans son discours à la conférence générale de l'organisation, El-Anani a insisté sur la nécessité pour le monde de préserver l'unité de l'UNESCO, affirmant que celle-ci ne doit en aucun cas emprunter la voie de la division, compte tenu de sa mission fondamentale consistant à promouvoir l'harmonie entre les peuples. Il faut dire que, évidemment, puisque M. El-Anani ou Dr Khaled El-Anani est officiellement directeur général des Nations Unies, eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien, ainsi qu'aux nations arabes et africaines pour la victoire bien méritée du Dr Khaled El-Anani à la tête de l'UNESCO. Voyons les détails dans ce compte rendu. Khaled El-Anani a été officiellement élu jeudi directeur général de l'UNESCO pour les 4 prochaines années, succédant à la française Audrey Azoulay, dans un contexte de défiance envers l'organisation marqué par le départ annoncé des États-Unis. Cette élection solennelle était une formalité après que le Conseil exécutif a recommandé le 6 octobre sa candidature face à celle du Congolais Firmin Edouard Matoko à une écrasante majorité, 55 voix à 2. Cet ancien ministre des Antiquités et du Tourisme de 54 ans, égyptologue de formation, a cette fois réuni 172 des 174 suffrages exprimés par les États membres, réunis à Samarcande, en Ouzbékistan, pour la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science. Il devient le premier directeur général de l'UNESCO, originaire d'un pays arabe, et le deuxième africain après le Sénégalais Amadou Matar Rambo. Khaled El-Anani s'est affiché en homme de consensus pour diriger l'organisation, de nouveau confronté ces derniers mois aux reproches d'être politisé. Le nouveau directeur général, qui doit prendre ses fonctions mi-novembre, a promis de s'employer à faire revenir les États-Unis, ce qu'avait réussi à faire Audrey Azoulay en 2023. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi, au peuple égyptien, ainsi qu'aux nations arabes et africaines pour la victoire bien méritée de Khaled El-Anani à la tête de l'UNESCO. Il a souligné que cette nouvelle réussite vient s'ajouter au remarquable palmarès de l'Égypte sur la scène internationale.